Bonjour mesdames, bonjour Tiffaine, Bonjour Laure, bonjour bienvenue. à tous. Merci encore une fois aux Nouvelles Esthétiques pour votre accueil. Juste avant de commencer, est-ce que dans la salle, nous avons des gérants de centres beauté, bien-être, de spa qui sont en activité actuellement? Ok. Peut-être d'autres personnes qui ont des projets de création d'entreprise à plus ou moins long terme, pour un centre beauté, bien-être? Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous partager les histoires de réussite de ces entrepreneurs beauté et bien-être que je croise tous les jours. Étant moi-même esthéticienne de formation et chef d'entreprise, la thématique de l'entrepreneuriat est une thématique qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne même, puisque j'ai grandi une société pour laquelle j'accompagne quotidiennement ces spa managers, ces gérants de centres beauté et bien-être. Et donc, je voulais faire un point aussi sur cette thématique de réussite dans nos secteurs, dans nos entreprises, et juste vous préciser que j'entends par réussite vraiment le côté épanouissement professionnel et l'épanouissement personnel que ce métier de chef d'entreprise nous apporte. Et donc, cela fait maintenant plus de 4 ans que j'accompagne vraiment tous les jours que je rencontre les spa managers, les gérants de centres beauté et bien-être, et je les accompagne notamment dans leur développement marketing, dans le développement des ventes, dans leur management d'équipe et dans leur rentabilité. Et le fait de les accompagner au quotidien, je me suis rendu compte que de plus en plus, pour réussir dans le secteur, quand on est entrepreneur dans le secteur de l'esthétique et de la beauté, on devait vraiment passer du statut d'artisane, c'est-à-dire du statut de technicienne, aujourd'hui à un statut d'entrepreneur, de chef d'entreprise, autrement dit de leader. Et donc, pour être un leader, on a vraiment cette notion d'accomplissement professionnel qui passe par différentes choses, différentes phases. Donc le fait de, excusez-moi, être leader de son business, c'est un véritable enjeu de survie pour votre entreprise. Je me suis aperçue que l'erreur la plus commune dans le secteur, c'était justement de ne pas incarner ce leader. Et je vais vous donner quelques exemples. Peut-être c'est des situations dans lesquelles vous allez vous reconnaître, soit maintenant, soit par le passé. Je prends l'exemple d'une gérante que je rencontre et qui me dit qu'elle va cumuler en fait pour elle les heures de soins en cabine, soit pour faire plus de chiffres, soit tout simplement parce que ses clientes demandent à passer avec elle. Un autre cas d'une gérante qui me dit qu'en fait, dans son centre, on ne vend pas de produits. Non, parce que les clientes sont là pour se détendre en soins et n'achètent pas de cosmétiques chez elle. J'ai aussi le cas d'une gérante qui va en fait avoir 24 heures dans sa journée et qui va devoir gérer les revendications de son équipe, les revendications de ses clients, peut-être celles de son mari et de ses enfants en rentrant, et qui a surtout le sentiment en continu de devoir courir partout et qui fait pour le coup tout, y compris et surtout son marketing à la dernière minute. Je pense aussi à cette gérante qui a de nombreuses difficultés à recruter la perle rare, la personne qui va être compétente, qui va être motivée pour rejoindre son centre. Et enfin, l'exemple d'une gérante qui va pas forcément être sûre et certaine que toutes ses prestations à la carte sont rentables, qu'elle va vraiment dégager une marge sur ses prestations et qui va faire que ses indicateurs de performance seront verts. Donc ça, si vous voulez, il y a un seul point commun entre toutes ces gérantes et tous ces portraits, c'est clairement que le leadership est perdu. Or, on sait très bien qu'à l'heure du digital, à l'heure du dernière minute, vous-même, vous l'avez sans doute remarqué, les clientes, elles sont de plus en plus à la dernière minute. À l'heure des nouvelles générations aussi, il est indispensable pour vous, en tant que gérante, en tant que chef d'entreprise dans le secteur, de passer de ce statut d'artisane, de ce statut de technicienne, à un statut de chef d'entreprise et de leader. Le fait de prendre vraiment votre place en tant que chef d'entreprise, vous allez pouvoir garder vraiment une motivation pour grandir, de faire grandir votre équipe, d'avoir vraiment cette envie de progresser, de garder la passion des débuts, parce que ça aussi, j'ai beaucoup de gérantes qui me disent qu'en fait, finalement, elles ont vraiment perdu la passion pour leur métier, la passion qu'elles avaient au début, du fait des difficultés opérationnelles que génère l'entreprise ou la gestion d'une équipe. Et donc ça, c'est vraiment le leadership qui va vous permettre d'avoir cet épanouissement et surtout cet objectif sur le long terme. Parce que finalement, c'est ça l'idée. C'est que vous puissiez, quand on prend la décision de créer son entreprise, c'est pour pouvoir en vivre le plus longtemps possible. Mais
Du coup, qui mieux que des entrepreneurs du secteur peuvent vous partager ce message? C'est pour ça que j'ai demandé à 3 gérantes du secteur de venir nous raconter leurs histoires de réussite. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Boissineau, Sophie Berthier et Laetitia Gomez. Alors ces 3 gérantes, vous allez le voir, elles ont vraiment réussi à comprendre qu'il était indispensable de passer et d'incarner pleinement leur rôle de chef d'entreprise, leur rôle de leader. Elles ont décidé à un moment donné d'augmenter leurs compétences sur la gestion, le marketing, le management et les ventes. Puisque ça, vous le savez très bien, le métier de chef d'entreprise, finalement, on est d'accord qu'on ne l'apprend pas en école d'esthétique. Donc ces gérantes ont vraiment décidé à un moment donné de grandir sur ces axes. Mais vous allez le voir, chacune a développé un talent en particulier. C'est ce que je vais appeler leur botte secrète. Et donc pour Ophélie, qui est la créatrice et gérante de Beauty at Home, sa botte secrète, vous allez le voir, c'est clairement le marketing. Elle a compris ce qu'est une identité marketing très forte en créant une solution tout en un pour pouvoir accompagner les esthéticiennes à domicile. Et donc elle va vous expliquer comment lui est venue cette idée et où en est son projet aujourd'hui. J'ai rencontré Sophie Berthier en 2017. Sophie est la créatrice et gérante de Mana et Beauté. Et vous allez voir que la botte secrète de Sophie, c'est ce qu'on appelle le networking. Elle a su utiliser un moyen très puissant pour augmenter la notoriété de son centre grâce à des techniques de réseau, donc pour développer vraiment son réseau d'entrepreneurs. Elle va vous expliquer ce qui s'est passé pour elle. Et enfin, Laetitia Gomez, avec qui nous avons commencé à travailler en 2017 également, et qui est sur le point d'ouvrir un centre de plus de 200 mètres carrés, en passant en 12 ans d'être toute seule dans la maison de sa maman, à aujourd'hui gérer une équipe de 7 personnes avec une nouvelle ouverture le mois prochain, dans quelques semaines. Je vous invite donc à découvrir ces histoires de réussite, et je vais donner la parole tout d'abord à Ophélie. Bonjour Ophélie. Bonjour Tiffaine, bonjour tout le monde. Donc, Ophélie, pouvez-vous nous parler du coup de votre projet, de votre entreprise? Alors moi je suis Ophélie Boissineau. J'ai créé la franchise Beauty at Home. Nous sommes un réseau de créateurs de bien-être à domicile. Et aujourd'hui, nous voulons accompagner des esthéticiennes indépendantes à travers un accompagnement global. On accompagne les gens sur des procédures, sur des savoir-faire techniques, sur tout ce qui est aussi suivi d'activités et aussi du coup sur leur notoriété. On veut enfin que les esthéticiennes à domicile puissent vivre de leur passion et du fruit de leur travail. Comment vous est venue cette idée de concept? Alors j'ai créé mon entreprise à domicile en 2012 et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une forte demande de la clientèle pour les soins à domicile. Et sur mon développement, en fait, j'ai vu qu'il y avait quand même notamment beaucoup de freins liés à tout ce qui était administratif, puisqu'on a des notions en administration, on n'a pas du tout le même langage que les organismes administratifs, donc on perd énormément de temps et d'énergie. Les marques en 2012 me riaient au nez. On n'y croyait pas en fait au domicile à cette époque-là, donc il fallait vraiment montrer sa force et mettre en avant ce qu'on pouvait proposer et comment on allait diffuser l'image des marques. On avait aussi tout ce qui est suivi de chiffres, c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup de temps, qui est chronophage, faire son panier moyen en fin de mois, bien suivre ses chiffres parce que c'est quelque chose d'important. Ou alors même la gestion de son image. Quand on fait des soins à domicile, il n'est pas toujours évident de contrôler son image à travers un environnement qui n'est pas le sien en fait finalement. Et on a aussi toute cette solitude qui accompagne les micro-entrepreneurs, puisque déjà on est chef d'entreprise, on est seul, et en tant qu'esthéticienne à domicile, on est dans sa voiture et on est encore plus seul. Donc je voulais vraiment en fait proposer un accompagnement global et tout en un pour que les esthéticiennes à domicile puissent se sentir accompagnées. On a positionné Beauty at Home sur une image haut de gamme. On a cette clientèle-là aujourd'hui. Donc c'est une clientèle à la fois qui consomme et qui se fidélise facilement si on apporte un savoir-faire. On a proposé une carte de soins qui est rentable, qui a été étudiée suite à des formations, et ensuite qui sont adaptables au domicile. Donc on a essayé vraiment de faire un accompagnement à ce niveau-là et aussi tout ce qui est marketing. Aujourd'hui, on duplique un modèle qui a réussi via des esthéticiennes qui sont indépendantes. On veut faire en sorte qu'elles limitent leur risque d'activité et qu'elles véhiculent l'image Beauty at Home au sein du domicile.
Donc en fait, on veut faire un accompagnement global pour ces professionnels et faire en sorte qu'elles puissent s'épanouir professionnellement et personnellement. C'est un très très beau projet d'accompagner justement les esthéticiennes à domicile qui sont vraiment des chefs d'entreprise pour le coup. Mais dans ce projet, quel a été, parce que c'est quand même un projet ambitieux, quel a été le plus gros challenge auquel vous avez été confrontés? Alors en fait, j'avais un gros challenge particulier, c'est que j'avais 2 axes de communication. Il fallait que je communique auprès de mes franchisés, donc qui sont entre guillemets mes clientes directes. C'est quelque chose qui est assez évident, parce que je parle de ma passion, de ma transmission, du savoir-faire. Donc c'est quelque chose qui se faisait assez facilement. Par contre, j'avais toute la notion du projet à présenter, à accompagner, donc vraiment le développement de la franchise. Quand j'ai commencé, j'ai trouvé un partenaire local qui est un salon de coiffure haut de gamme sur mon secteur. Donc j'ai eu l'opportunité de développer un espace bien-être chez un partenaire qui correspond à ma cible. Cet espace, c'est un espace qui nous sert de centre de formation et de showroom, où j'y ai mis des salariés. Donc il a fallu à la fois communiquer sur un espace fixe, le projet de la franchise, les franchisés. Donc en fait, quand j'en parlais, pour moi, c'était vraiment distinct. Mais les gens avaient du mal à y croire ou à percevoir un petit peu là où je voulais en venir. C'était un peu le côté compliqué. La difficulté vraiment de se positionner en communication sur à la fois la communication B2B et la communication B2C. Tout à fait. D'accord. Et du coup, Ophélie, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour travailler sur cette communication bien distincte? Alors déjà, j'ai voulu gagner en sérénité. Donc pour gagner en sérénité, il m'a fallu des clés. Et ces clés-là, je me suis fait accompagner de formateurs. Donc j'ai fait une première formation qui est liée vraiment au management pour pouvoir à la fois gérer mon équipe de professionnels indépendantes, puisque là, il faut accompagner des professionnels, il faut les coacher sans pour autant les subordonner. En aucun cas, on devient patron d'indépendante. Mais à côté de ça, j'ai aussi une équipe de salariés sur place, où là, il y a des charges qu'il faut arriver à couvrir, et puis il faut arriver à manager une équipe de salariés différemment d'une équipe d'indépendante. Donc il y avait vraiment toute cette formation management avec un leadership qui était vraiment important pour moi, c'est d'apporter une cohésion sur l'ensemble du projet, mais en même temps avoir quelque chose de distinct et un chemin bien défini. Donc j'avais cette partie-là au niveau management, où je me suis fait accompagner en formation, et aussi pour ma communication. Comme j'avais différents axes de communication, il fallait que j'arrive à avoir cette clairvoyance et bien définir les différents projets. Et justement, qu'est-ce que vous a apporté le fait de vous former au marketing, au management pour la franchise? Alors, effectivement, ça m'a apporté tout ce qui est sérénité, puisque du coup, c'est beaucoup plus clair. On a pu planifier en fait toutes nos actions, que ce soit au niveau du suivi des équipes ou au niveau du suivi de tout ce qui est marketing. On a pu mettre en place aussi les outils pour installer les premières franchisées, donc où justement, on a pu faire quelque chose de global. En fait, quand je me suis lancée, j'ai parlé de mon projet très vite aux clients puisque je me retrouvais à avoir un planning rempli de 3 à 6 mois à l'avance. Donc, impossible de faire de prestations de dernière minute ou autre. Donc, je me suis limitée. Et en parlant à mes clientes, un jour, j'ai une cliente qui me dit écoute, moi, je veux bien changer ma vie. Ton projet me parle. La façon dont tu en parles me fait vibrer. J'arrête tout et je te suis. Donc en fait, j'ai été démunie, mais on est partis à 2 dans cette aventure. Donc on est parti en reconversion professionnelle. Je l'ai accompagnée pendant 1 an en reconversion professionnelle où elle a passé son CAP. Donc la transmission du savoir-faire a été bien faite puisqu'elle est sortie majeure de sa promotion. Et maintenant, ça fait 1 an qu'elle est suivie et franchisée. C'est la franchisée pilote de la franchise et elle déclare plus de 32 000 de chiffre d'affaires cette année. Donc ma réussite, elle est là. Super, merci beaucoup Ophélie. Vous soulevez d'ailleurs une compétence clé des entrepreneurs beauté et bien-être, c'est d'avoir un marketing qui soit clair. Plus votre marketing est clair, plus il est fort, plus il est impactant. Et d'ailleurs, si on ne sait pas faire justement en marketing, il faut absolument vous former dès demain pour pouvoir développer vraiment votre concept. Merci Ophélie. Merci Tiffany. Nous allons rentrer dans le détail justement en vous présentant dans la branche marketing une des activités du marketing qui est vraiment de plus en plus efficace. Alors je sais qu'on parle beaucoup de digital, mais il est temps aussi de revenir un petit peu aux sources. Et donc cette activité de marketing, c'est le networking. Donc le networking, c'est vraiment ce qu'on appelle le développement du réseau de l'entrepreneur et de l'entreprise. Et pour ça, nous avons une experte qui est Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Tiffany. Alors Sophie, avant de rentrer dans les détails du networking, est-ce que vous pouvez du coup nous présenter votre centre et vos activités?
Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Sophie Berthier, donc je suis la créatrice du centre Mana et Beauté et l'organisatrice de la revue de mode caladoise. Donc moi j'ai créé Mana et Beauté à Beauregard il y a 10 ans cette année, qui est un centre d'amincissement et de bien-être où nous recevons et suivons nos clients sur des programmes sur mesure, bien-être, beauté et minceur. Je travaille avec une équipe de 6 personnes et nous fêtons nos 10 ans suite à une réouverture en janvier du fait des travaux d'agrandissement. Et puis en parallèle, je suis la créatrice de l'organisatrice de la revue de mode caladoise que j'ai créée du coup il y a 6 ans. C'est une soirée événement annuelle qui a lieu à Villefranche-sur-Saône, qui rassemble plus de 2000 personnes et qui me permet de dynamiser l'activité commerciale de mon centre par le biais de réseaux des commerçants et des professionnels de la région. Donc Sophie a cette casquette vraiment d'entrepreneur pour le coup, parce qu'à côté du développement de son centre Manae, qui a vraiment bien grandi depuis qu'on s'est connus, elle organise justement de grands événements dans la région. Pourquoi justement avoir choisi le networking comme moyen de développer votre activité ? Pourquoi ? Tout simplement, en fait, j'ai un institut qui est à la campagne, qui est complètement excentré par rapport à mes concurrentes. J'ai été la 3e à reprendre cet institut dans mes précédents, qui avaient fait faillite. Et j'avais besoin de trouver surtout un moyen de communication pour me démarquer et faire parler de nous dans la région. Et mon challenge personnel en parallèle était de créer un défilé de mode, parce que du coup, un défilé est un lien avec la beauté. J'ai donc imaginé un événement pour une occasion où je suis allée à la rencontre des commerçants pour leur parler de ce projet et me faire connaître. Du coup, double intérêt pour moi et pour eux. À ce moment-là, je n'imaginais pas le retour que cela allait engendrer. Progression en 6 ans. J'ai commencé avec 10 partenaires, 300 personnes. Et là, mon défilé a eu lieu il y a 2 jours et nous avons eu 2000 personnes, 60 partenaires. Donc, et avec marraine de l'événement, Miss France 2019. Donc aujourd'hui, avec ces 6 défilés, j'ai réussi à rejoindre de nombreux réseaux professionnels, des réseaux pros, des réseaux locaux, et je suis devenue également présidente d'un groupe de BNI sur Villefranche, qui est un groupe de réseaux d'entreprises. Aujourd'hui, ce groupe, on est 60 chefs d'entreprise, il y a 52 hommes et 8 femmes, et je suis la plus jeune du groupe. Donc présidente du BNI là pour 6 mois. Tout à fait. Quel a été justement, avec toutes ces activités, au niveau du challenge ? Le plus gros challenge, c'est la revue de mode, hein. Une édition qui augmente d'année en année. On met la barre toujours un peu plus haute. Et puis, mon deuxième gros challenge, c'est surtout le redressement de cet institut pour qu'il soit rentable, pour qu'il soit pérenne, en sachant qu'il venait de déposer le bilan, pas de clientèle, des dettes. Et j'avais également à ce moment-là 2 centres à gérer, puisque j'ai eu 2 centres pendant 8 ans. D'accord. Justement, Sophie, quels outils vous ont aidé à passer cette étape ? Parce qu'on est passé, donc si on reprend l'histoire, de 2 centres à se recentrer sur un centre, mais à côté vraiment développer une activité d'événementiel et de networking. Quels sont les outils qui vous ont aidé dans ce développement ? J'ai décidé tout simplement de me former, car jusqu'à maintenant, j'ai toujours privilégié la formation de mes salariés en me disant que j'en avais pas forcément besoin pour moi. Mais bizarrement, leurs résultats, ils n'étaient pas à la hauteur de cet investissement. Donc en 2014, j'ai eu un premier accompagnement qui s'appelle UPA. UPA, c'est quelque chose qui est mis en place par la Chambre des commerces, qui n'est pas du tout connu et qu'on ne va certainement pas vous parler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir aussi. Et en fait, ils m'ont fait une audite pour des préconisations. Cet accompagnement, ça m'a vraiment aidé et c'est destiné à tout type de secteur de chef d'entreprise. J'avais envie d'aller plus loin, notamment chercher des outils appliqués directement à l'esthétique. Parce qu'on est formé en esthétique, mais on n'est pas forcément formé en gestion. On se dit qu'on apprend en faisant sur le terrain, sauf qu'on paye nos erreurs très chères quand elles se trouvent. Du coup, je me suis accordé du temps et je me suis formée avec Tiffen. Et j'ai choisi la gestion, le management, la vente, le marketing, qui m'ont vraiment aidé à reprendre les bases d'un business sain et surtout pour pérenniser tout ça dans le temps. En complément, j'ai suivi aussi un peu de coaching avec Valérie Delforge, qui m'a accompagnée pendant pratiquement plus d'1 an. Et grâce à tout ce parcours, donc c'est l'UPA d'abord, les formations et le coaching, quels sont les résultats maintenant qu'on peut partager en fait aujourd'hui avec cette évolution ? Du coup, les résultats, à premier abord, j'ai eu très peur, car les tâches étaient énormes, la mise en place, les changements dans mon équipe, avec des départs qui me faisaient peur. Mais finalement, ça n'a fait qu'améliorer la cohésion d'équipe, les suivis des clients. J'ai été par exemple 6 jours sur 7 en cabine, pensant que la rentabilité reposait uniquement sur mes épaules. Mais en fait, j'ai compris qu'en formation, que ma valeur ajoutée était d'être en premier lieu un leader
pour mon équipe et les amener à augmenter leurs performances individuelles et les faire grandir. Pour mon networking, l'année dernière a été charnière car on a, comme je vous ai dit, dépassé cette année les 2000 personnes. J'ai aussi senti la différence sur des événements que je fais d'année en année, qui sont des soirées VIP que j'organise, et nous avons doublé le nombre d'invités. Tout a pris énormément d'ampleur. Le coaching m'a permis de voir les capacités qui étaient illimitées, et cela m'a vraiment aidé à mûrir professionnellement. Merci Sophie. Parcours impressionnant de Sophie aussi, voilà, si vous avez des questions aussi à lui poser juste après. Laetitia aussi a énormément évolué dans son rôle de chef d'entreprise. Et la botte secrète en fait de Laetitia, pour moi, c'est clairement le leadership d'équipe. Laetitia, est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre parcours d'entrepreneur? Parce que quand on démarre avec une activité à domicile, puis dans le sous-sol de la maison de ses mamans, à une équipe de 7 personnes et un centre de 200 mètres carrés demain, quel parcours en fait vous avez entrepris? Alors bonjour, moi je suis Laetitia. Donc comme vous a dit Tiffaine, j'ai commencé dans la maison, dans le sous-sol de la maison de ma maman, donc le garage qu'on a transformé en une cabine et un tout petit espace accueil, donc de 20 mètres carrés. Et puis donc j'ai commencé donc mon activité et puis de fur et à mesure du temps, les demandes des clientes j'ai eu de plus en plus de monde et puis donc j'ai recruté l'été pour satisfaire la clientèle. Et puis aujourd'hui, donc 12 ans après, j'ai 4 cabines, 7 esthéticiennes donc à temps plein. Et donc je déménage donc dans 3 semaines et demie dans un local de 200 mètres carrés que je suis en train de construire, donc qui est bientôt fini. Et donc du coup maintenant Biodétente, donc c'est mon centre, est devenu un centre beauté et mieux-être naturellement différent où on propose des services, des produits bio, naturels et locaux. Donc sur ce projet-là, quand on prend l'histoire de Laetitia qui, je pense, qui peut parler aussi à beaucoup de personnes, cette envie de se lancer d'abord toute seule, à domicile peut-être, et puis d'avoir une cabine, et puis on recrute une personne, 2 personnes, jusqu'à 7 personnes. Forcément, les problématiques changent quand on passe de seul avec une équipe. Quel a été le plus gros challenge justement vis-à-vis de cette gestion d'équipe ? Alors, le plus gros challenge, c'était de suivre un peu, que l'équipe me suive, en fait, d'arriver à mettre en place tout ça, comment dire ? Ce qui n'était pas évident, c'était de reconstruire la vision que vous aviez pour votre entreprise et de faire adhérer justement votre équipe, puisqu'il y a eu pas mal de changements aussi. Voilà, c'est ça. En fait, du coup, j'ai suivi en fait également certaines formations pour pouvoir en fait m'aider à faire adhérer l'équipe à ma vision en fait, dans quoi je voulais les emmener. Parce que le problème c'est que moi j'avais mon idée, mais il fallait arriver à faire adhérer toute l'équipe. C'était bien beau d'embaucher une jeune fille, de la former, pareil un petit peu comme Sophie, de la voir entre guillemets de former les filles, mais de ne pas arriver à avoir l'équipe qui nous suivait. Donc du coup j'ai fait un peu comme Sophie, même parcours un petit peu à ce niveau-là, de se former soi-même pour arriver à amener l'équipe en fait à ce qu'on a envie et surtout à suivre notre vision. Donc moi en particulièrement le bio, le local, le naturel, etc. Voilà. Et donc ce qui vous a permis justement de relever ce challenge, c'est dès le moment où vous vous êtes dit, voilà, il faut que je me forme moi en tant que gérante d'entreprise. Quand on revient d'une formation, qu'est-ce qui se passe avec l'équipe ? On essuie pas mal de départs parce que du coup, j'avais donc elles étaient un petit peu moins nombreuses. Elles sont à 7 aujourd'hui, mais elles étaient un petit peu moins nombreuses l'année dernière. Et donc j'ai eu 3 départs en 8 mois. Parce que du coup, par rapport à des nouveaux objectifs, des mises en place de management, parce que moi je manageais au feeling, il y avait un peu trop de monde, j'embauchais quelqu'un, je mettais des petites choses en place, mais bon, ça aboutissait pas vraiment toujours. Je faisais un peu comme je pouvais, et donc du coup, il avait fallu que je structure en fait tout ça. Donc en structurant, en sachant où j'allais, en connaissant mes chiffres, parce que tout simplement, j'avais jamais calculé un coût par soin. Je ne savais même pas si mes prestations étaient rentables. J'ai pris une carte de soins, j'ai pris un peu les concurrentes, puis j'ai fait quelque chose. Et en fait, non, c'était une grosse erreur de ma part, parce que à ce moment-là,
il y avait des prestations comme l'onglerie où j'étais pas du tout rentable. En fait, je perdais de l'argent à chaque fois que je faisais des ongles aux clientes. Donc, il a fallu tout restructurer. Et en restructurant tout ça, malheureusement, l'équipe, elles étaient habituées à un petit confort, à 15 minutes par-ci en plus pour pouvoir vendre. Et en fait, c'était pas possible. En fait. Donc, il a fallu tout revoir les coûts par soin pour créer une carte de soins rentable pour vivre de quelque chose, parce que c'est bien beau d'avoir une équipe, mais si on ne gagne pas de sous à la fin du mois, à un moment donné, c'est un petit peu dommage, même si on est passionné par son métier. Et après, du coup, les coûts par soin, et puis les réunions d'équipe, en fait, parce que du coup, je communiquais rapidement les informations, mais je me suis rendu compte que les réunions d'équipe, tous les mois, alors oui, fixer 2 heures tous les mois, dans un planning, c'était vraiment pas évident. Par contre, franchement, j'ai les bénéfices tous les mois de la cohésion d'équipe, mais même tout simplement du management, parce qu'à partir du moment où vous avez donné les informations en réunion d'équipe, il n'y a plus la fille qui dit ah moi j'étais pas au courant, ah moi je savais pas, non, elles sont au courant. Il faut du coup tout structurer pour que du coup il y ait vraiment une communication en interne à ce niveau-là. Merci beaucoup Laetitia. Donc finalement, le moment de la bascule, c'est vraiment, vous vous êtes dit, voilà, on sort, on va se former, on va évoluer, on va vraiment chercher cette notion de leadership. Est-ce que du coup, vous avez un message à partager à des entrepreneurs de beauté qui nous écoutent ou des futurs entrepreneurs aussi? Quel message aurez-vous envie de leur partager, Ophélie? Alors, le message que j'aurais envie de partager aujourd'hui, c'est de comprendre que le milieu de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est fort, qui est intense et qui bouge en permanence. Il y a une évolution dans le milieu de l'esthétique qui est assez fulgurante. Et ce que je conseille vraiment, c'est de se faire accompagner par des professionnels. Parce que quand on est dans son projet, on a sa vision, mais on peut vite en sortir. Et en fait, des fois, de faire des moments stop où on prend du recul sur son développement, d'avoir des gens qui sont performants et qui vous accompagnent de façon sensiblement concrète, ça change tout. Vous revenez vraiment positif, vous êtes rechargé, et puis vous prenez les bonnes décisions, en fait. Et vous laissez vraiment prospérer votre activité, et c'est juste génial. Merci Ophélie. Et Sophie, un message ? Moi, je dirais tout simplement qu'il ne faut pas avoir peur d'être entouré, de se faire aider, car c'est un métier où on en apprend tous les jours et on doit anticiper les évolutions, les problèmes et les changements. On a beaucoup la tête dans le guidon, mais il faut surtout la sortir pour se rendre compte de ce qui se passe dans son propre institut. La vraie réussite, en fait, c'est d'aimer ce qu'on fait et de ne pas avoir l'impression de travailler. Rien n'est gagné, rien n'est acquis. Il faut toujours chercher à innover et à se différencier. Merci Sophie. Et Laetitia, pour le mot de la fin, quel message à partager aux entrepreneurs et professionnels qui nous écoutent ? Dès que vous avez des moments de doute, en particulier pour moi, donc de la façon de manager ou de votre activité de chef d'entreprise, de se faire aider, de se faire former. Et je rejoins mes collègues sur le fait de prendre du recul et n'hésitez pas à faire des changements. Alors ça fait peur au début. Moi j'étais en cabine à 100%, je suis quasiment plus du tout en cabine et j'ai aucun regret. Donc allez-y, foncez. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire la dernière esthéticienne. Il y a une interview qui vient de paraître dans le dernier numéro des Nouvelles Esthétiques où l'esthéticienne disait à un moment, je m'en sortais plus du tout, j'étais non-stop en cabine et j'ai décidé de me retirer de la cabine pour gérer mon affaire, gérer mes salariés. Elle me dit j'avais très peur, je me suis dit que peut-être que je ne me paierais plus. Au final, son institut de beauté gagne 20% de plus au bout d'un mois. Et elle a bien entendu continué de se payer. Vous, Tiffaine, le conseil à donner à toutes les esthéticiennes, celles qui ont un projet, celles qui sont gérantes, qu'est-ce qu'on peut mettre là en action tout de suite en rentrant dans son institut de beauté? Moi, je crois que l'erreur quand même, si on repart de la base, c'est de reprendre les coûts par soin, de regarder vraiment quelle marge vous dégagez. Vous prenez vraiment la liste de toutes vos prestations et vous listez tous vos coûts produits, tous les coûts de consommables. Mais ce n'est pas que ça, un coût par soin, un vrai coût par soin. On calcule aussi combien vous coûte une heure de salaire chargé et on va répercuter aussi vos charges fixes. Donc vraiment, s'il y a un premier exercice et une priorité absolue à faire pour repartir sur de bonnes bases, c'est de reprendre votre carte de soins et de regarder quelle marge vous dégagez sur les soins. Grosso modo, on essaie de viser une marge nette sur chaque prestation
entre 30 à 50%. Voilà. Donc vraiment, le minimum, c'est d'essayer d'arriver à 30% de marge vraiment nette. Tout ce qui est en dessous de ça, qui ne rapporte pas 30 à 50%, qu'est-ce qu'on fait? On supprime, on augmente le prix? Alors, il y a 3 solutions possibles. Soit on va réduire le temps d'une prestation, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Quand on perd de l'argent sur une prestation, c'est qu'on a bloqué beaucoup trop de temps sur le planning. Donc soit option numéro 1, on arrive à s'entraîner pour être plus rapide, pour vraiment maîtriser la technique et réduire le temps de planification. Autre option, effectivement, d'augmenter les tarifs. Et si vraiment on regarde aussi si c'est une prestation qui se vend beaucoup, est-ce que voilà, dans quel classement elle se situe dans ce qu'on appelle les top ventes. Et si on a par exemple moins de 10 fois dans l'année cette prestation vendue, on la supprime complètement sans état d'âme. Et alors, le conseil, quelque chose de positif. Vous avez dit, voilà, l'erreur à commettre, c'est de ne pas s'attarder au coût par soin. Maintenant, de façon... la bonne chose à faire, c'est quoi? La bonne chose à faire, c'est de vraiment travailler sur sa communication, sur à la fois son marketing auprès de ses clients, mais aussi sur sa communication vis-à-vis de l'équipe, de vraiment admettre que de toute façon, on ne sait pas tout, on grandit tous les jours, et c'est au contraire des moments où on se positionne comme ça sur cette envie de grandir et d'évoluer que plein de portes s'ouvrent à vous, comme le montrent aujourd'hui Ophélie, Sophie et Laetitia. Bravo, merci à vous. Merci. Merci d'avoir partagé votre expertise et vos conseils avec nous.